magazine Pluriel. Odette Pira. À 12h30 temps universel. Bonjour au sommaire de cette édition. Fin des travaux du 6e congrès des experts comptables de l'UEMOA hier à Lomé. Plusieurs recommandations, notamment l'intégration des entreprises dans l'espace UEMOA, ont été formulées à l'endroit des gouvernements des 8 pays membres. Ce 28 septembre est dédié à la rage dans le monde. La situation au Togo avec Kossi Mabalo, président de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Togo. Dans ce journal, il est notre premier invité, François Assignon, responsable d'un établissement scolaire à Lomé. Notre deuxième invité, il va nous parler du refus de l'échec scolaire. Autre sujet de cette édition, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Premier titre de cette édition, clôture hier des travaux du 6e congrès des experts comptables de l'UEMOA à Lomé. La rencontre est initiée par l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés ONECA Togo. Les échanges entre professionnels ont permis de trouver des approches de solutions dans l'accompagnement des PME en vue de leur développement. Nakason Haïti, Rebecca Kogomna. Le 6e congrès de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés ONECA Togo aura permis de se pencher sur les questions qui minent leur profession en vue d'envisager de nouvelles pistes pour y remédier. Concrètement, il s'agit pour les experts et dirigeants d'entreprises de s'exprimer à travers des débats sur la base de leur expérience dans leur domaine. Pascal Guéhi-Ekaré, présidente ONECA Côte d'Ivoire, estime que ce congrès est une réussite au vu de la qualité des thèmes développés. À la fin de ce congrès, je peux affirmer que c'est un congrès réussi parce que c'est un congrès qui a développé des thèmes qui ont intéressé les professionnels. Ils ont intéressé les professionnels de par la qualité des thèmes et aussi la richesse des interventions des panélistes et des modérateurs. Nous en sommes très reconnaissants à l'Ordre national du Togo. 7 recommandations ont sanctionné ce 6e congrès, notamment l'intégration du marché de l'espace UEMOA. Fafavinou Boukwa Agodio, présidente ONECA Togo. La deuxième recommandation portait sur les financements innovants pour les PME, tels que les fonds verts, les fonds climatiques. La troisième portait sur l'intégration des PME dans la sous-région pour un développement efficace des PME, parce qu'on a trouvé que c'est plus intéressant qu'une PME au Togo peut s'appuyer sur une autre au Bénin ou au Burkina pour se développer. Donc l'intégration est importante. Aussi les PME pourront profiter de la consommation de plusieurs pays. Le représentant du ministre de l'Économie et des Finances, Stéphane Boubié-Akaya, a promis de transmettre les recommandations acquises de droit pour leur prise en compte. Nous avons débattu de l'ensemble de ces discussions et nous avons tenu à exprimer du côté du gouvernement l'appui que nous apportons à ces initiatives et nous récupérons aussi l'ensemble des résultats qui sont ressortis des discussions que nous allons forcément adresser au cours de nos réformes. Une visite de quelques sites touristiques est prévue ce samedi à Balimé. Parlons des PME, petites et moyennes entreprises, la menuiserie, la réparation de postes radio et télé, la couture, la coiffure sont entre autres les métiers en difficulté. Les individus ayant appris ces métiers s'adonnent à d'autres activités génératrices de revenus, notamment le commerce et la conduite. Pourquoi avez-vous abandonné votre métier d'origine pour une nouvelle activité? Cette question a été posée à quelques concitoyens. Micro-trottoir réalisé par Isiaka Dinaro. Vous savez, les choses évoluent. Nous sommes actuellement dans la tendance technologique. Donc, les métiers manuels deviennent de plus en plus robotisés. Et donc, la technicité fait qu'il y a certains métiers qui disparaissent. Je suis un grand tailleur depuis quelques années. Parmi nos enfants, nos frères qui font le travail actuellement, ils veulent des jobs faciles. Il y a des nouveautés qui sont maintenant là. Il y en a dans Internet, donc c'est cela, tout ne marche pas. J'ai été maître de brodeur. La cause, c'est quoi? Premièrement, c'est que tout simplement, les gens s'intéressent beaucoup au prêt-à-porter. Deuxièmement, beaucoup de jeunes ne veulent plus apprendre à faire le travail parce qu'ils voient qu'il n'y a pas tellement d'avenir. Après avoir appris le travail, il n'y aura pas de clients qui puissent le faire.
Face à cette situation, un patron d'atelier lance un appel. Il s'agit du styliste Félix Kwasi. Quand vous avez déjà la foi, vous avez déjà gagné la première partie de la bataille. C'est ça qui vous donne la force pour affronter les difficultés que vous transformez en challenge ou bien en défi. Quand vous êtes bien aguerri, bien décidé, ça fait sourire, même les souffrances. C'est pas facile, ça je reconnais, parce que je sais de quoi je parle. Les multiples crises n'ont pas facilité du tout les choses et seule la foi, la volonté peuvent amener nos jeunes frères et sœurs à réussir. Toujours dans ce contexte d'innovation, un jeune entrepreneur ivoirien du nom de Junior Boom 3 remporte le prix EcoBank FinTech 2024, une compétition annuelle des jeunes entrepreneurs innovants en matière de technologie et de finance. L'Ivoirien a battu les autres candidats avec sa plateforme Dada Finance. La finale a eu lieu hier à Lomé. Les détails avec Biova Bongo et Aimé Sugliman. Dada Finance. EcoBank FinTech Challenge Competition édition 2024 appartient désormais à l'histoire. Le jeune Ivoirien Junior Boom 3, 31 ans, a ainsi surclassé ses concurrents avec sa plateforme Daba Finance. Cette dernière consiste à investir en Afrique pour simplifier, rendre plus accessibles les services financiers à ses utilisateurs. Junior Boom empoche donc une enveloppe de $50,000, soit 32 500 000 de nos francs. C'est un honneur. Daba Finance est la première plateforme d'investissement dédiée à l'Afrique qui permet aux personnes en Afrique mais aussi à l'extérieur du continent d'investir en toute quiétude sans avoir peur des arnaques. Le potentiel du marché, la solution proposée et la qualité de l'équipe de la plateforme sont les critères. Mvalai Kourouma, président du jury. Le premier critère, c'est le potentiel du marché. Quelle est la taille du problème qu'on essaie de résoudre? Le deuxième critère, c'est la qualité de la solution qui est proposée. Le troisième critère, c'est la qualité qui permet d'exécuter ce projet. L'objectif visé par EcoBank est d'encourager les jeunes entrepreneurs africains qui innovent dans les domaines technologiques et financiers. Jérémy Owori, directeur général d'EcoBank. EcoBank is really focused on supporting young upcoming entrepreneurs. Notre objectif, c'est d'arriver à soutenir toutes ces entreprises FinTech à développer leurs activités, qui consistent à atteindre plus de clients et également avoir l'opportunité de créer leur portefeuille électronique. That is really the purpose, to encourage, to support, to help grow these companies in the future. 12 concurrents représentant 10 pays africains dont le Togo étaient dans la course. Direction dans le nord, le lycée de Sirka dans la Bina dispose désormais de nouveaux bâtiments scolaires et de 4 salles de classe. Le joyau est équipé de tables-bancs et des chaises accompagnées d'un important kit de matériel didactique et pédagogique destiné à tous les établissements du préscolaire, primaire et secondaire du canton de Sirka. Joseph Amakpacha à Top Pagouda. Inauguré le mardi 24 septembre 2024, cet ouvrage est financé à hauteur de 50 millions de francs CFA par les sœurs de la communauté Missionarie di Villaregia en Italie et celle de la Providence Saint-Paul de Kara. Occasion pour le directeur régional de l'éducation de la Kara, Kiron Padibuyou Jacques, de saluer cette action des sœurs donatrices qui vise à améliorer la qualité de l'éducation et le bien-être de la population dans le canton de Sirka. Pour lui, ce geste offre à cet établissement un cadre d'éducation plus approprié et sécurisé et encourage la scolarisation des enfants dans cette localité et va améliorer le rendement des apprenants. Il a précisé que ce joyau vient à point nommé pour accompagner l'État togolais dans la mise en œuvre de sa planification en termes de réalisation des infrastructures modernes dans les établissements scolaires. Il a enfin demandé à la population bénéficiaire d'assumer ses responsabilités afin que cet ouvrage mis en place servent à nos jeunes apprenants leaders de demain. Dans leurs interventions, le secrétaire général de la préfecture de la Bina, Pelou Binidi, et le maire adjoint de la commune Bina 2, Dabouda et Sowe, ont exprimé leur gratitude à l'équipe de la coordination du projet et ses partenaires pour leur soutien dans la réalisation de ce joyau. Ils ont enfin rendu hommage au chef de l'État, Fort et Sozem Singbe, qui ne ménage aucun effort pour améliorer les conditions scolaires
des enfants et des jeunes dont le nombre ne cesse d'augmenter. Les bénéficiaires du projet ont partagé leur joie et leur soulagement de disposer enfin d'un bâtiment scolaire moderne qui vient améliorer considérablement les conditions d'études des élèves dans leur canton. Ils promettent de prendre soin de ce joyau et d'en faire bon usage afin qu'il garde sa splendeur pour les générations futures. À Top Pagoda, Joseph Makpatia pour Radio Lomé. Un autre élément de cette édition, un projet pour un accès facile à l'eau, à l'assainissement, à l'emploi et autres, a été lancé hier à Lomé. Il s'agit de Avance Togo, une initiative de la Fédération togolaise des associations des personnes en situation de handicap, FETAF. Boukari Samira Nabara Nafara Noudar. Discrimination à l'école, sur le marché de l'emploi, accès difficile à l'eau et à l'assainissement, tels sont les problèmes auxquels font face les personnes, surtout jeunes et femmes en situation de handicap. Pour justement pallier ces situations, ce projet à hauteur de $1 500 000, soit environ 880 millions de francs CFA, a été lancé. Environ 2000 individus en sont bénéficiaires. Akako Noumado, président du conseil d'administration de la FETAF. Ce projet présente 3 aspects. D'abord, faire en sorte que ces personnes handicapées-là puissent sortir de leur état de dépendance. Celles qui n'ont pas le déplacement, qui puissent avoir les moyens de déplacement et ensuite avoir un travail. Il faut les amener à la formation professionnelle. Deuxième chose, ce projet va œuvrer à rendre l'environnement accessible aux personnes handicapées. Quand nous parlons de l'environnement, il s'agit de nos immeubles, nos services et même des postes de travail pour des personnes handicapées diplômées. Et enfin, ce projet permettra de renforcer la capacité des associations de personnes handicapées. Le gouvernement togolais ne cesse de mener des initiatives en faveur de ces personnes vulnérables. Avec ce nouveau projet, plusieurs textes sont en cours de révision. Professeur Kosiwazin Souklassou, ministre de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme. L'adoption de la loi numéro 2004-005 relative à la protection sociale des personnes handicapées pour la rendre conforme avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées. La ratification par le Togo de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées, la création et la mise en œuvre d'un Fonds national de la finance inclusive, FNFI. Le projet s'étend sur une durée de 3 ans. Avance Togo a été possible grâce à l'appui financier de l'USAID. Un tour à l'étranger, le calme est de retour hier dans l'ouest de Goma et dans une partie du territoire du nord Kivu. Des affrontements avaient éclaté la veille entre les forces armées congolaises et des éléments des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Ces combats ont forcé des populations déjà déplacées à fuir de nouveau. Le calme est revenu, mais la situation reste tendue dans cette région du nord Kivu. Le tribunal de grande instance de Conakry a rendu en juillet dernier un verdict qualifié d'historique dans le procès des accusés du massacre du 28 septembre 2009. Selon l'ONU, au moins 156 personnes avaient été tuées à Conakry lors de la répression d'un rassemblement de l'opposition dans un stade. Le verdict retient au moins 3 actes préparatoires au massacre. Le plus important, l'infiltration parmi les manifestants des miliciens à la sorte de la junte au pouvoir. Ces 2000 hommes environ étaient sélectionnés et entraînés dans un camp situé à Calais, en Basse-Guinée. L'armée israélienne annonce avoir éliminé ce samedi le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans une frappe à Beyrouth. En un an, le nombre de personnes tuées s'élève à plus de 1500, un bilan plus lourd que celui des 33 jours de guerre entre Israël et le Hezbollah. En 2006, le Premier ministre israélien a repoussé la proposition franco-américaine d'un cessez-le-feu de 21 jours hier à l'occasion d'un discours très attendu à l'Assemblée générale des Nations Unies.
Rubrique invitée de cette édition, ce 28 septembre est dédié à la rage dans le monde, une infection hautement contagieuse par morsure et transmissible à l'être humain. Le chien et le chat font partie intégrante des animaux atteints par cette maladie. Au Togo, y a-t-il des chats et des chiens enragés? Que faire en cas de morsure de l'un de ces animaux? Ces questions ont été posées à Kossi Mabalo, docteur vétérinaire, président de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Togo. Il est au micro de Hervé Segono. Docteur Mabalo Kossi, bonjour. Bonjour. Le monde entier observe ce 28 septembre la journée contre la rage. Y a-t-il des chiens et chats enragés au Togo? Oui, au Togo, il existe malheureusement des animaux enragés, des chiens, des chats qui transmettent la maladie aux personnes mordues. Et malheureusement, on dénombre des cas de mort. Qu'est-ce qu'il transmet quand il mord un individu? La maladie se transmet par morsure ou par griffure à l'homme. Et c'est au moment de la morsure que le virus qui se trouve dans la salive de l'animal se transmet à l'homme. Donc, au fait, la rage est le fait d'un virus. Donc, c'est cet élément microscopique que l'homme ne voit pas à l'œil nu qui est responsable de la maladie, aussi bien chez le chien ou chez les animaux de compagnie que chez l'homme. Quel est le délai d'incubation? Le délai d'incubation est variable. Donc, chez l'homme, c'est de 2 à 3 mois et est fonction du lieu de la morsure. Ça veut dire que plus la morsure est éloignée de la tête, plus la personne mettra le temps pour faire la maladie. Donc, le délai d'incubation, c'est le délai qui court entre la morsure par l'animal et les manifestations des symptômes chez la personne mordue. Donc, ce délai est généralement plus court, quand la morsure est au niveau du visage ou au niveau du cou, parce que au moment de la morsure, le virus migre jusqu'au cerveau et c'est quand il arrive au cerveau, il commence par se multiplier et en se multipliant, il détruit les cellules nerveuses, d'où les manifestations de la rage chez la personne mordue. Donc, plus la morsure est proche du cou, plus la personne est susceptible de faire la maladie dans une semaine ou dans un mois au plus la morsure est vraiment proche du cou et la maladie se déclenche rapidement, ou si la morsure est éloignée et c'est faite au niveau du pied, la personne fera la maladie dans 2, 3, voire 6 mois. Que faire en cas de morsure de chien ou de chat enragé? Il est important, une fois que vous êtes mordu par un chien, c'est de se rendre obligatoirement dans un centre de santé le plus proche. Mais bien avant cela, il faudrait nettoyer rapidement la plaie de morsure avec une eau savonneuse et si vous avez un antiseptique, c'est de mettre avant de se rendre à l'hôpital ou dans un centre de santé le plus proche. Secondo, c'est de faire consulter votre animal mordeur à un vétérinaire pour la mise en observation. Et comme au Togo, on sait que la maladie existe, pour ceux qui n'auraient pas vacciné leur chien contre la rage, le médecin va commencer immédiatement un traitement préventif contre la rage. Mais pour ceux qui auraient vacciné leurs animaux, on mettra le chien en observation pour voir est-ce que le chien, au moment
de la morsure, il était porteur du virus ou pas. Pourquoi mettre le chien en observation? C'est parce que le chien est un excréteur présymptomatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il élimine le virus de la rage avant de faire la maladie. Et la mise en observation nous permettra de savoir est-ce qu'au moment où il mordait la personne, il était porteur du virus de la rage ou pas. La mise en observation dure 15 jours et si le chien mordeur était porteur du virus de la rage dans sa salive, dans les 15 jours, il va mourir. Donc, ce que nous devons retenir, c'est que cette maladie qu'est la rage, une fois qu'elle est déclarée, elle conduit inexorablement vers la mort, aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Malheureusement, dans le monde entier, au jour d'aujourd'hui, on dénombre 55 000 à 70 000 personnes, surtout les enfants, qui meurent de rage. Et cela, c'est beaucoup plus dans les pays en voie de développement. Quel message à la population, surtout à ceux qui ont comme compagne le chien ou le chat? À l'endroit de la population qui possède les animaux de compagnie, il est recommandé que tous ces animaux soient vaccinés contre la rage. La vaccination contre la rage est une vaccination obligatoire et est dans l'intérêt des populations, dans l'intérêt des propriétaires des animaux de compagnie. Ensuite, il faudrait que ces animaux soient véritablement des animaux de compagnie, ne pas laisser ces animaux de compagnie sortir des maisons, errer, c'est dans ces promenades inattendues ou dans cette errance des chiens qu'ils peuvent se contaminer. Alors, si je me résume, il est fortement recommandé, une fois que vous avez les animaux de compagnie, chiens, chats, singes, bien prendre soin d'eux, bien les nourrir, bien les protéger, bien les soigner en les vaccinant surtout contre la rage qui est une zoonose et qui est capable de passer de l'animal à l'homme par morsure, mais également les garder à la maison. Et si on a envie de se promener avec son animal, c'est de prendre des mesures idoines pour les sortir, pour que ces animaux ne soient pas des menaces pour les autres personnes. Donc, il est vraiment recommandé pour mettre fin à la rage et atteindre l'objectif 2030, zéro rage, de vacciner tous nos animaux de compagnie contre la rage et que ces animaux doivent être véritablement des animaux de maison et non des animaux dans la rue. C'est à ces conditions qu'on pourra véritablement mettre fin à la rage. Faites donc vacciner vos animaux de compagnie contre la rage. D'une journée à une autre, la communauté internationale a observé le 25 septembre dernier la journée du refus de l'échec scolaire. Quelles sont les causes de l'échec scolaire? Comment est perçue cette notion dans le monde scolaire? Que devrions bien sûr nous faire pour lever les freins à la réussite scolaire pour tous les jeunes? Pour en parler, Azonko Sename a tendu le micro à Assignon François, responsable d'un établissement scolaire à Lomé. Il est notre deuxième invité. Monsieur Assignon François, bonjour. Bonjour Azonko. Que peut-on comprendre par refus de l'échec scolaire? Si, d'une manière générale, nous voulons parler, c'est en quelque sorte la non-acceptation de l'échec d'un apprenant ou élève qui va à l'école. Personne ne peut jamais aimer un échec dans sa vie. Donc, refus de l'échec nous pousse à dire que on doit tout faire pour réussir. Ou bien on doit tout faire pour qu'un apprenant réussisse dans son cursus scolaire. En tant que responsable d'établissement scolaire et parent d'élèves, quelles sont les causes qui expliquent l'échec scolaire? Premièrement, nous pouvons voir au niveau des parents.
D'abord, les matériels. Est-ce que les matériels des élèves ou bien les matériels que vous procurez à vos enfants, est-ce que c'est dans les conditions? Première cause, l'insuffisance des matériels pour l'enfant. Deuxième cause, d'abord, les frais scolaires pour les enfants. Est-ce que c'est assuré? Les renvois des enfants, là, vraiment, ça perturbe aussi l'enfant à ne pas régulièrement suivre les cours. Ça aussi, c'est l'une des causes. Une des causes aussi, ça dépend aussi de la volonté de l'enfant qui veut aller à l'école. Ça veut que l'enfant ne prend pas importance à ce qu'il fait. Ça joue à son échec. On peut parler aussi de l'utilisation actuelle de téléphones portables de nos enfants. Il y a certains parents même qui exagèrent, ils achètent des téléphones pour leurs enfants, soit disant que si je l'appelle, je devais l'écouter. Or, ces enfants utilisent ces portables-là pour autre chose. Et aussi, certains enseignants aussi disent que je vais vous envoyer des leçons à partir des portables. Ça joue beaucoup sur les enfants. Trop souvent, le poids de l'échec scolaire est uniquement mis sur les épaules des jeunes ou de leur famille. Quelle est alors la part des enseignants? L'échec a pour cause aussi, quelque part, l'enseignant qui intervient dans la classe. Le plan scolaire au niveau des enseignants, comment l'enseignant dans la classe arrive à véhiculer le message. Des fois, son comportement fait que les enfants sont vraiment stressés, ils n'arrivent plus à suivre. Et ce qui fait que les enfants n'aiment pas la matière, surtout au niveau collège et lycée. Les enfants, quand ils n'aiment pas le professeur, cela veut dire que la matière aussi est détestée. Donc, le professeur doit se faire aimer d'abord. Quand il est aimé par les enfants, la matière est obligatoire à aimer. Et il n'aura pas l'échec là-bas. C'est le propre de tous les enseignants, être aimé par les élèves. Et les matières sont aimées. De deux, il ne doit pas avoir certaines relations intimes entre les professeurs et les élèves. Ça fait que des fois, les cours sont bafoués. Et les élèves n'arrivent plus à suivre ce que les enseignants disent. Ça crée des problèmes au niveau de l'échec. Donc je pense que c'est cela qui pourrait être au niveau des enseignants. Actuellement, les châtiments corporels n'existent plus. Et vraiment, les caprices de nos enfants, on ne sait plus comment les gérer. Mais en tant qu'enseignant, on peut y arriver. En faisant quoi? Il y a d'autres types de punitions. Par exemple, quand un enfant fait quelque chose, ou bien au cours primaire, on peut essayer de faire quoi? De gérer ça en leur donnant certaines punitions comme « recopie-moi la leçon là. Pourquoi tu n'as pas pu réciter? Recopie-moi ça. Comme ça, en recopiant ça 2 fois, tu vas assimiler ça. » On a d'autres types de punitions qui pourraient toutefois nous aider à avoir au moins la discipline dans l'établissement. Nos élèves, des fois, ils viennent, quand vous les voyez en même temps, vous allez voir que vraiment son état, ça ne va pas. Il a pris quelque chose. Et avec ça, je ne sais pas comment les enseignants vont arriver à gérer ça. Donc c'est les parents et les enseignants ensemble qui devront lutter contre ça à l'intermédiaire du gouvernement. Ça a des effets sur l'élève. Le fait de prendre de l'opium. Un enfant qui échoue cette année, l'année prochaine il échoue, va chercher à abandonner. Maintenant quand il abandonne à un niveau très bas, qu'est-ce qu'il peut vraiment cerner dans sa vie? Au moins quand l'élève a, ou bien l'enfant a un niveau un peu acceptable, il peut aller chercher à apprendre un métier qu'il peut mieux maîtriser. Face à tout ce qui précède, quelles solutions préconisez-vous pour éviter ou refuser l'échec scolaire? Pour refuser ou bien prohiber carrément l'échec scolaire, la tâche revient à nous tous. D'abord, les parents, les enseignants et l'élève même. Les parents doivent d'abord faire un suivi très poussé à la maison de leurs enfants. Lorsque l'enfant serait à la maison, est-ce qu'il a mangé? D'abord ça aussi. Il y a certains qui n'ont rien à manger à la maison. Cela fait que les enfants, des fois à la maison, ils ne sont pas libres. Il doit assurer tout cela à l'enfant. Deuxièmement, il doit voir si l'enfant est venu aujourd'hui à l'école. Il doit avoir vraiment une relation entre les parents et l'enseignant. Du côté de l'élève même doit être conscient de ce qu'il fait pour refuser son échec. Si l'enfant est conscient, tout ce qu'il va faire, il aura la réussite dedans. Maintenant, du côté des enseignants, nous devons tout faire pour assurer la réussite de nos enfants en leur donnant tout ce qu'il faut à l'école et toutes les connaissances possibles. Un enseignant est censé donner toutes les connaissances possibles de maison, de l'école, un peu dans tout le sens. Donc, d'une manière générale, nous devons assurer une bonne éducation pour nos enfants, pour leur réussite. Quand un enseignant veut suivre un enfant à la maison, il doit aller chez lui, voir quelles sont les occupations de l'enfant à la maison. Est-ce que l'enfant a le temps ou bien n'a pas de temps pour apprendre? C'est à partir de là que l'enseignant en classe pourrait mieux suivre l'enfant là. Donc ce n'est pas une mauvaise chose d'aller quand même à la maison suivre les enfants. Nous tirons pratiquement à la fin de notre entretien. Quel message avez-vous à l'endroit des parents, élèves et à vos collègues? Le travail pour assurer la réussite de nos enfants n'est pas un travail facile. Donc je demanderai courage à nos parents d'abord qui fournissent beaucoup d'efforts pour envoyer les enfants à l'école. Le courage, aux enseignants aussi le courage pour le faire. Ce n'est pas facile. Donc du courage à nous tous. Monsieur Assignon François, je rappelle que vous êtes responsable d'un établissement scolaire à Lomé. Merci d'avoir échangé avec nous. Merci beaucoup.
Les Échos du Palais à présent. La cour d'appel de Kara a jugé 8 accusés. 3 ont comparu. Il s'agit de 3 sœurs Yadouban, Nakourdja et Tilat. Les 8 accusés sont sous le coup de 3 infractions, à savoir assassinat, complicité d'assassinat, trafic d'organes humains, complicité regroupement de malfaiteurs. Ils ont été condamnés à des peines allant de 20 à 45 ans de prison. Le récit des faits avec Hélène Assabi. Ces inculpés, guidés par le souci de devenir riches, ont assassiné la victime Bakangou Nassandja, un bossu résident à Ogaro, une localité de Kpendial-Ouest. Ce dernier, qui s'est rendu au marché de Ogaro, n'a plus regagné son domicile et c'est seulement les restes de son corps emballés dans un sac qui seront découverts en brousse en état de décomposition quelques jours plus tard. Le constat de la gendarmerie a révélé des entrailles ouvertes montrant des mutilations et certains organes, dont la bosse de la victime, enlevés. Il a fallu 4 ans pour que l'un des criminels, rongé par le remords suite à la mort d'un membre de la bande, ne soit interpellé. Ce dernier commence alors à dénoncer le réseau. Durant toute la procédure, les inculpés n'ont pas nié les faits. Le parquet, en raison de la gravité des faits, a requis de lourdes peines pour l'ensemble de la bande et demandé l'acquittement de Matiendou, actuellement en fuite, dont la responsabilité n'est pas engagée. Les nommés Lamboni et Guyanoa ont été jugés pour les faits d'assassinat et de trafic d'organes, tandis que Kampend et Korgo Djamba, décédés, sont poursuivis pour complicité d'assassinat et de complicité de trafic d'organes humains. La défense a demandé la clémence de la Cour qui, après délibération, a prononcé les peines suivantes. Tilat et Yendouban ont été condamnés à 40 ans de réclusion criminelle, Nakourdja à 20 ans, Moussa à 30 ans et Issifou à 45 ans de réclusion criminelle. À samedi prochain. À samedi prochain, sport football, le championnat national de football féminin aborde sa phase retour ce dimanche. Après un temps de répit dû aux compétitions continentales et des clubs togolais, les équipes féminines renouent avec les stades pour la dernière partie de la D1 Kilimboyondi. Dans la poule A, Entente 2, leader avec 14 points, croise les crampons avec Atleta FC 5e avec 4 points. Wina Girls, dernier du groupe avec 3 points, reçoit AS OTR 10 points au compteur et 3e au classement. AHE FC se déplace à Amou où l'attendent les filles de l'US Amou. Dans le groupe B au nord, duel de proximité déjà à l'entame de cette phase retour. Unisport reçoit sa voisine de l'Est, Koroki Metete de Tchamba. Tambo de Dacha se déplace à Sokodé pour y défier ses massis locales. Asco, leader du groupe, sera l'hôte de Fouadan de Dapaon. Tous les matchs débutent à 15h. Revue de presse à présent, principaux sujets à la une des parutions cette semaine. La 3e session extraordinaire du Parlement de la CEDEAO à Lomé et la 79e Assemblée générale de l'ONU où le chef de l'État a lancé un appel pour une nouvelle gouvernance des institutions mondiales. Revue de presse, Léontine Atogima. L'avenir de l'Afrique, les crises systémiques et la refonte du multilatéralisme, voilà les préoccupations de Faure Gnassingbé à la 119e Assemblée générale de l'ONU. Et c'est Canal D qui les énumère à sa une. Ouara les vainqueurs abondent dans le même sens et pointent du doigt les crises systémiques. À ce sujet, le journal relève dans ses colonnes la conviction profonde du numéro 1 togolais face aux menaces globales. À la tribune de l'ONU, Faure Gnassingbé a été sans langue de bois face aux défis de la gouvernance sanitaire, économique, sécuritaire et sociale, renchérit flambeau des démocrates. Le libéral, pour sa part, s'intéresse à l'aspect multilatéralisme soulevé par le président de la République. Dans ces colonnes, on peut lire le chef de l'État en ces termes. Le multilatéralisme doit être repensé. La gouvernance de nos institutions mondiales est à de nombreux égards obsolètes et nos discussions comme nos engagements multilatéraux ont montré leurs limites pour trouver des solutions efficaces. Fin de citation. Et Gazelle Info d'ajouter qu'après avoir relevé les défis, Faure Gnassingbé a souhaité un nouveau modèle de coopération internationale, celle qui doit être en synergie avec les besoins du moment, précise Togo Matin. Parmi ces institutions mondiales,
à réformer la CEDEAO. Accélérer les réformes pour l'atteinte des objectifs du Parlement de la CEDEAO, titre le dialogue. Outre les réformes, l'éveil de la nation note aussi la sécurité au cœur des débats. C'est sans oublier l'examen et l'adoption du budget 2025-2027 du Parlement de la CEDEAO, rappelle le médium. L'institution régionale se projette également dans l'avenir, notamment la vision 2050 de la CEDEAO qui ambitionne de construire une Afrique de l'Ouest intégrée, pacifique, prospère, souligne le tonnerre. Léontine, autre sujet abordé par les journaux, les prélèvements Timoni de la société Togocom et le recensement des réserves administratives. L'État veut sécuriser son patrimoine foncier à travers cette opération d'identification et de recensement des réserves administratives, annonce le Télégramme. Cette mission concerne pour le moment le Grand Lomé poursuit le Magna libéré. Selon l'apparition, le recensement permettra de clarifier les limites de ces réserves et d'empêcher toute forme de spéculation ou d'occupation illégale des terrains concernés. Et puis les frais de prélèvement sur les transferts Timoni de Togocom, diversement appréciés par les abonnés du réseau. La Nouvelle Tribune dénonce une pagaille et un désordre en évoquant des aspects tels que des prélèvements anormaux sur les dépôts d'argent et le mépris de la clientèle. Togo Matin lui trouve plutôt une diminution des tarifs de retrait avec Timoni. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Fin de cette édition magazine pluriel de ce samedi. Merci pour votre fidélité d'écoute. Nous avons parlé des travaux de l'UEMOA, fin des travaux du 6e congrès des experts comptables de l'UEMOA hier à Lomé. Plusieurs recommandations, notamment l'intégration des entreprises dans l'espace UEMOA, ont été formulées à l'endroit des gouvernements des 8 pays membres. Ce 28 septembre est dédié à la rage dans le monde. Nous avons parlé avec aussi Mabalo, président de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Togo, de la situation au Togo. François Assignon, notre deuxième responsable d'un établissement scolaire à Lomé, notre deuxième invité, a parlé du refus de l'échec scolaire. Autre sujet abordé dans cette édition, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Reste à l'écoute, l'information continue.